Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Saison au pays de Canaan. 1. Vomito Negro, ou la GEOPHILOSOPHIE du droit REVISITEE. Introduction. En sciences historiques, il est des instants qui durent des siècles. Cela fait court des siècles, dirait Boès. C'est lui, Boès, qui avait établi que l'éternité est une vie parfaitement ramassée en un instant. Mais bousculons l'élégance des lemmes, faisons court. Sans être éternellement éternelle, ma petite histoire qui comprend deux brèves histoires, celle des codes noirs versaillais français et carolins espagnols, parcourt sans peine plusieurs longs siècles et s'accroche à un panel de vénérables et jeunes continents, à une myriade d'îles et à des mers océanes fouettées par les vents alizés. Ces vents, on le sait, on le savait, tous les Christophe Colomb de tous les temps les avaient bénis sans discontinuer. Quel navigateur explorateur n'a pas rêvé de cette petite chose? Être le propriétaire exclusif de la bonté des vents? Mais si bénéfiques qu'ils fussent, ces vents permirent cependant aux explorateurs de semer certaines des plus néfastes négativités de la mondialatinisation, pour reprendre ce mot forgé par Jacques Derrida. L'histoire, les codes noirs, l'ordre, l'inégalité planifiée, la anéantisation juridique de l'autre, les maladies, le chaos, etc., font partie de ces négativités qui, tel un trauma infantile, sont devenues inconscientes, mais également méconnaissables avec le temps. La totalité monde, ou la civilisation africaine de l'universel et du rythme, devait récolter les misères et les saccages de tous ordres dont la Terre aura été un déversoir inédit, et l'éthos les outrages infligés à cette planète par ses locataires semeurs des alizés en question. Pour parler comme les lettrés sorbonnards de la montagne Sainte-Geneviève de Paris, je dirais que le prétexte à ma petite histoire est un texte qui fait rhizome avec une constellation d'autres textes de Salah Molin. Ce n'est ni un roman, ni une poésie. Non, c'est plus trivial que cela. Le texte, celui auquel je me réfère pour lire les deux codex, qui est le fait du franco-catalan précité et philosophique. Mais j'aborde un moment long d'une myriade de siècles et j'achoppe sur une histoire d'exergue. Qu'est-ce qui articule donc mon histoire à cet exergue? Eh bien, c'est sans rire l'histoire. L'histoire qui persiste, qui se bonifie en durant, en voulant s'éterniser. L'histoire intenable, mercurienne, qui te glisse de la main lorsque, vivante, visqueuse ou jupitérienne, tu te crois assez futé et malin pour lui sauter à la gorge ou, comme dirait Salah Molin, l'empoigner de ta main gauche et la débiter de ta main droite dotée de l'âme à coupures épistémologiques. Quelle lecture Sodome appelle-t-il donc? Je me propose de le lire par-dessus l'épaule des codes noirs français et espagnols. C'est ce qui explique la greffe d'un codicille ou d'un ajout intitulé Spectre du non-droit au droit. J'y aborde la lecture de Sodome, certes, mais ferré de quelques dictionnaires, codex, manuels et bottins. Ce livre n'est pas pris ici isolément, ni encore moins décapité. C'est pour cette raison que je lui donnerai des ailes et des têtes, les siennes qui sont, on vient de le voir, le fait de son enracinement froid dans l'odyssée glaciale de la construction méditerranéenne et nord-atlantique de l'Africain comme autre, barbare et esclavisable. Ma lecture abordera d'abord ces deux codex, et finira dans un second temps par un ajout qui, textuellement, adjoint la lecture de Sodome à celle des codex français et espagnols précités. Cet abord, on s'en doute, n'est pas sauf de la crainte que celui qui l'effectue se transforme en crocodile qui imprudemment visite une maroquinerie. Car comme on le verra, l'Holocauste noir, Jean-Paul II à propos de la traite négrière, et la Shoah, s'ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, sont des horreurs s'inscrivant dans des registres idéologiques différents. L'horreur nazie est une conscience funèbre du crime systématique, par laquelle la conscience malheureuse est renversée, jetée hors d'elle-même, en un scandale généralisé. Scandale comme la plus grande somme de souffrance que la mémoire et le corps tracé de sang ne peuvent aisément expier ou dépasser. I1. MITSERE des codes noirs, ou les lumières interrompues. Chapitre 1er. D'une globalisation à l'autre. Les notions de globalisation à visage humain, de solidarité internationale, d'altermondialisation ou des ensembles universalistes et non procéduraux, etc., quoique elles soient mortes de la rigueur ambiguë de leur propre cosmopolitisme du discours, victimes de n'avoir pas réussi leur propre aggiornamento, ces notions, considérées à partir des Lumières françaises ou de leur analogon espagnol l'Illustration,
doivent pouvoir éclairer quelques-unes des figures muettes du rapport Q tant pendant qu'après le XVIIIe siècle, Europe pensante et savante avec les codes noirs français et espagnols. Très officiel et béni, parce que progéniture du mariage de l'État moderne et du croisement infernal des églises, du droit et de la philosophie, ces deux monstres juridiques français et espagnols, dont la conception mécanique est triviale, furent froidement appliqués en Amérique où pendant 4 longs siècles, des dizaines de millions d'Africains noirs arrachés à leur continent natal furent enlevés et transférés de force dans les plantations et les mines et les humiliations domiciliaires de l'enfer du Nouveau Monde. Pas plus que le corps des Africains, leur identité et leur ontologie, ou cosmogonie, ne devaient survivre à la logique organique du code noir français ou du código negro espagnol. Un des présupposés de cette logique est la anéantisation juridique de l'Africain devenu objet, marchandise, esclave. Les résistances des Africains déportés à cette anéantisation planifiée, si elles furent politiques et militaires, durent également prendre les chemins de la sublimation, du symbolique, de l'imaginaire, ou bien plus tard, les chemins de la négritude qui, elle, devait devenir un affrontement et une pensée qui s'ouvrent sur l'outrage infligé à l'Africain esclavisé et à la fois sur la pensée qui conquérait une puissance totale aux confins de laquelle la pensée africaine était condamnée à rester muette. Dans son ouvrage titré Images du Nord-Est en noir et blanc, Roger Bastide avait analysé l'esthétique des puissances de la transe, des danses et des cultes des ancêtres, qui avait permis à l'Africain volé, RAPTE accent aigu, de survivre et de résister aux affres indescriptibles du déracinement brusque qui l'avait saisi et avait accompagné sa condition et son devenir esclave en Amérique. Le mysticisme africain existe. Il n'est ni mysticisme primitif ou sauvage, ni folie collective. Il est comme les autres une forme authentique et passionnante, complexe et belle du mysticisme. Une des sources où les âmes altérées peuvent étancher leur soif et boire le ciel. Pour R. Bastide, dont les envolées stylistiques qui caractérisent sa prose afro-brésilienne sont connues, l'acte mystique africain de boire le ciel est donc une ressource, une puissance. Le rejet de l'Africain dans l'enfer des marges de l'humanité, son asservissement, la négation de son identité historique et ontologique, ne corrèlent pas seulement avec l'aveuglement totalitaire et identitaire du discours de maîtrise. Ils en constituent le point de départ, mieux. La théorisation hegelienne de la maîtrise le montre. Si de nos jours, l'impossibilité possible de la civilisation de l'universel rime aussi avec une certaine globalisation que la rareté continue de déterminer, la peur viscérale que l'autre, même confiné dans les marges de l'humanité, est une pensée, se nourrit en dernière analyse, de la peur de la raison et donc, de cette faculté intellectuelle qui n'est à personne et qui est tout entière en chacun, Descartes. Or, l'antécédence de l'esclavage sur le racisme étant établie, il convient de noter la modernité de la volonté de puissance au bout de laquelle bourgeonne telle la lèpre, une humanité déréalisée et en même temps, la planification d'un monde sans l'autre ni autrui, ou de l'enfer du même. Dès lors, la pensée a à décrire les figures actuelles des effets de cette même dialectique maître-esclave. Dès lors, la même pensée n'a pas seulement à se déprendre de ses responsabilités. Elle a encore à dire ou à analyser l'horreur de la continuité de la dialectique maîtrise-servitude, et explorer ses nombreux visages dont l'un des plus innommables est non le travail volé, mais la capture des corps des Africains et la anéantisation juridique de leur existence. La traite négrière est une entreprise qui suppose que l'Africain n'est pas seulement une chose, mais qu'il doit aussi servir la chose. Il est des textes et des documents où est audible le ton singulier d'un gémissement, celui des esclaves africains américains, plein d'espérance et de fureur. Exactement comme ce gémissement, ces textes et documents sont des leitmotivs et de la généalogie de cette dialectique et des outrages qui, sous la raison, pourraient avoir lieu dans l'avenir. L'horreur et l'effroi sont, semblait-il, les compagnons attitrés de la lignée de Cham et de ses frères en marginalité humaine. Étudier cette généalogie et décrire sa contemporanéité au temps des Lumières illustrations de jadis et à celui des Lumières illustrations d'aujourd'hui, ce sont ces deux volets qui constituent le motif de l'enchâssement de notre recherche dans la mise à nu des obstacles qui toujours se dressent contre les branchements, les logiques métisses, ou contre l'égalitarisme et le refus non aporétique de l'autre ou de altérité concrète, sans lesquelles solidarité et universalité des cultures deviennent impossibles, sinon à sauvegarder, du moins à penser.
Chapitre 2. Les codes noirs à l'ombre des Lumières. Avant l'élaboration de leur concept de couverture, la casuistique ou la dialectique, victimaire, racialiste et esclavagiste, engage d'emblée l'être de l'autre dans une curieuse olympiade, celle de l'horreur. Pareille assertion pourrait susciter des résistances ou des objections. Pour les prévenir, il convient dans un premier temps de dire qu'il arrive à l'histoire de consacrer l'Olympiade en question comme étant l'Olympiade de la solidarité. Mais il arrive à l'histoire, également, souvent même, voire constamment, dirions-nous dans un deuxième temps de consacrer une Olympiade inverse et symétrique à ce que la précédente consacre. Sans pour autant être des inconditionnels du pessimisme le plus intraitable en histoire, marquons que la deuxième option exige son analyse, puisque contrairement à la première, elle pose un problème de taille, celui de la violence dans l'histoire, voire celui de l'extermination, de l'Holocauste, des génocides, dont le génocide africain des temps modernes et ses horreurs. Et quoiqu'absolue, l'horreur ne l'est pas en un sens historique, l'histoire ignore les absolus. Rien n'interdit d'imaginer, de craindre que de plus grandes horreurs, de plus définitives exterminations aient lieu dans l'avenir. Les développements qui suivent se greffent sur cette hypothèse, et ce, selon deux directions différentes et en même temps complémentaires. Ces développements s'efforcent, d'une part, de s'enchâsser dans la question d'un autre, ici l'Africain, inséré dans l'Olympiade de l'horreur, et tente d'autre part de s'effectuer en direction de l'approche de ce que l'on peut appeler raison sacrificielle, inquisitoriale, planétaire. Par ailleurs, ce serait véritablement une erreur voulue ou l'effet d'une lecture ambiguë, que d'inférer des arguments et des démonstrations qui accompagnent l'évolution et l'enchaînement de la présente réflexion, dans le sens psychanalytique du terme, un quelconque ostracisme. Aporie bénéfique des Lumières. La raison, lorsqu'elle est ethnocentrique et conçue à partir d'une globalisation mensongère et étatocratique, n'est pas. D'autre part, l'entrée dans le réel d'un phénomène ou d'un système quelconque, épistémologique et a fortiori, idéologique et politico-économique, tel l'esclavagisme, n'attend ni la germination appropriée, ni la construction ou la cohérence de leurs concepts ou idées pour s'ébranler, à l'instar de la chouette hégélienne, agir et produire leurs effets. 1. Les parts innommables de l'universel. S'il n'est pas sûr que l'histoire a jamais consacré l'Olympiade de l'horreur, i.e. de la traite négrière, comme étant celle de la dialogique et de la non-violence en son sein, il est sûr en revanche qu'elle a dû et pu engendrer plus d'une Olympiade du génocide. Et l'histoire normale dispose de critères normaux pour rendre logiquement compte, en dehors de tout jugement de valeur s'il convient, des désastres provoqués par la nécessité de son propre déploiement. Ce texte, comme d'autres, dit clairement la part vampirique de l'histoire et non moins clairement comment l'accompagne froidement la négation de la multiplicité des génocides. Il le dit en effet avec brièveté et densité, par souci de polariser sur un événement exemplaire, unique, indicible, l'attention du monde et le blâme universel, on réduit tout ce qui lui ressemble et dans l'exemplarité et dans l'unicité et dans l'indicibilité au rang d'un nombre en série inachevé des excès dans l'effort antédiluvien d'efforts pour écraser les faibles et les réduire à leur merci. Sans le vouloir, les codes noirs espagnols et français déconstruisent et mettent à nu l'acuité de l'usage normal de la logique normale de l'histoire, et en même temps, le recours banal à l'arsenal casuistique mystificateur et dissuasif normal de l'administration normale de l'histoire, de ses éclaircies, opacités. Pourtant cette mise à nu ne va pas sans attirer sur ses auteurs l'accusation de crime de lèse-notion de génocide. Quelle est la logique procédurale qui sous-tend la dite accusation ? La formulation de celle-ci est une forme de réponse à l'injonction que voici. Vous n'avez pas le droit. Parlez de crime si vous voulez. Parlez, et vous serez encore plus près du vrai, des conséquences certes catastrophiques, certes condamnables de l'expansion coloniale, de l'hégémonie de l'argent. Parlez de guerre, si cela vous sied risqué, vous semblez y tenir le mot extermination. Mais ne parlez pas de génocide. Vous n'en avez pas le droit. Sauve, l'intimidation devient terrorisme et la moralisation inquisition. Les mécanismes et les stratégies de ce type de pratiques intolérables rappellent l'arsenal des techniques des inquisiteurs et de leurs héritiers post-modernes. L'accusation de crime de lèse-notion génocide est porteuse d'un inqualifiable outrage à la raison et notamment aux victimes de la traite négrière et de sa justification, codification juridique. La violence sans précédent de cet outrage se traduit et se double en effet
par l'émergence en plein contemporain d'une raison inquisitoriale. De fait, celle-ci n'expose pas seulement l'avenir de la liberté d'exister et de penser à des errements dangereux. Elle compromet gravement l'avenir même de l'existence humaine et de la pensée et partant, les potentiels bénéfiques d'une omnidialogie planétaire des diversités et des diversalités de toutes sortes, et interdit la pratique, in vivo, de toute forme d'éthique de la diversité, et en définitive, écarte l'événement d'une esthétique du politique où régnerait le dialogue non procédural et l'épreuve de l'aporie. Comment ne pas comprendre le désarroi de qui proclame l'impossibilité de penser après Auschwitz? Mais comment penser après le génocide africain et le Code noir? Tout le problème est là, résumé dans ces deux questions. Il n'y a pas de primat d'un génocide sur un autre, et déhiérarchiser les génocides, c'est attenter à l'idée selon laquelle la pensée coupable, qui n'est pas française, est allemande. Pour faire court et aller à l'essentiel, c'est-à-dire à la collusion 18e de la théologie, de la philosophie et du droit en matière de bénédiction et de légitimation de l'asservissement américain des Africains, rappelons que les grands savaient tout et regardaient ailleurs. Pour eux, les temps étaient encore verts. Le Code noir trône sur leur table. Montesquieu le lit, Rousseau et Condorcet aussi. Chacun peut le lire. Il est en vente chez les libraires. Dès le XVIIIe siècle. La France pensante savait donc et n'en avait cure. Elle brocardait, grandiose, l'immense brigandage des Espagnols chez les Indiens et dénonçait sous leur sauvagerie le préjugé théologique 60 qui la légitimait. Elle n'avait rien à penser de ce qu'elle était en train de commettre en Afrique et aux Amériques, comme d'autres nations de chrétienté, de ce dont elle contemplait avant toutes les autres, le profil juridique pour conduire à la normativité quotidienne l'atrocité des lustres, des décennies, des siècles. 3. Le Code noir ou le calvaire de Canaan de Salah Molin explique les raisons qui provoquent la fureur, ou le dénigrement qui vise la publication du Code noir français et dans une moindre mesure, celle du Code noir espagnol, des tenants et des gardiens de la pensée de la norme et du hors-norme. Pour eux, la publication de ces codes, mais surtout celle du Code noir français, constitue une anomalie et un hors-norme et ne respecte pas la règle normale, le consensus. Ils dérogent, sinon à la vérité, à la convention. Le Code noir ou le calvaire de Canaan est donc à anathématiser, puisque selon les assertions de ses détracteurs, lorsqu'il s'agit du crime des crimes, la science sélectionne dans la gamme des pratiques génocidaires le génocide de leur choix. Tel un couperet, la censure gît derrière les grimaces vicieuses et absolues d'une douteuse magistrature du vrai, qui résume et subsume celle des autres, leurs paroles identitaires mal placées, leur ethnocentrisme viscéral et incurable. Il est de fait que ce genre de bouillon casuistique ne peut que légitimer la bêtise et la non-pensée, et donc, l'impasse qu'elles font sur la nécessité objective de penser le génocide africain et tout autre génocide. D'aucune nation aime qu'on leur montre le mal venant d'ailleurs. De même la fille aînée de l'Église, hier la France, aime quand les montreurs du mal venant d'ailleurs, viennent eux-mêmes d'ailleurs, légifèrent et produisent des monstres comme le Code noir. Mieux, la grande nation aime que ces menteurs disent le vrai, le scientifique lorsqu'il s'agit de génocide, d'antisémitisme, de racisme. Aux autres, à n'importe qui de faire joujou avec les catégories subalternes du chauvinisme et de la xénophobie. Là la table peut être ronde, personne ne s'en offusque, la parole peut tourner libre comme l'air. Car tel est le résultat, l'effet pervers de cette curieuse olympiade de l'horreur, il n'y a qu'un gagnant. 2. Sous l'histoire normale, la anéantisation des droits. L'expression « le Code noir à l'ombre des Lumières » est incompatible avec l'élégance sournoise des docteurs, stylites et transcendantaux de la Sorbonne, qui ne sauraient supporter que le mal consubstantiel à la vérité des Lumières leur parvienne des marges trop éloignées de leur cime. Quelle est cette vérité qui éclaire les dédales des Lumières dans leur rapport au génocide africain? Elle est simple à dire. Les Lumières pensent la vie et la mort, la mesure et l'excès, l'esclavage et la liberté, l'homme et l'universelle philanthropie, cependant que les nations de chrétienté se livrent en Afrique au génocide utilitariste le plus glacé de l'histoire. Et dès le crépuscule du XVIIe siècle, la grande nation donne à toutes les autres l'exemple de ce qu'il faut faire pour le bien faire ce génocide-là. Elle codifie l'inexistence juridique du noir. D'autres raisons expliquent ces doctes fureurs sorbonnardes et saintes geneviévéennes de la non-pensée qui, pour protester contre l'équation génocide africain égale génocide absolu, pensent contre toutes les formes d'esclavage.
Ces raisons tiennent au caractère rigoureux des analyses déclinées, dans la nécessité de la justification éthique et politique de la réédition du Code noir. La lecture lumiériste et en même temps, illustraida du Code noir français et du Code noir espagnol, n'est pas à reproduire en plein contemporain. C'est ce qu'en tout cas la nomenclatura pensante souhaite. Pour l'académisme qui, lui, a tendance à moraliser les discours et les arguments des acteurs naturellement organiques au champ discursif européen ou nord-atlantique blanc, seules les lectures extra-européennes sont valables, parce qu'exotiques, étranges. Or, il arrive à l'Europe de s'exprimer sur des sujets classés tabous. C'est ce qu'en Mettec et tout comme elle, je fais. En détournant les mots de Salah Molin, je dirais que ma honte est mémorielle d'avoir à reconnaître que j'ai longtemps ignoré l'existence des codes noirs et subséquemment, l'enfer américain de mes frères originaires d'Afrique noire. L'édition réalisée par Salah Molin collationne les deux édits formant ce qu'il appelle, d'une part, le Code noir B, c'est l'édit de 1724 ou le Code noir Nouvelle Manière, et d'autre part, le Code noir proprement dit, c'est-à-dire celui de l'édit de 1685. À propos des deux édits ou Code noir, lisons les lignes que voici. Elles sont méthodologiques. Les présenter article après article, page après page, l'un à côté de l'autre. Il m'a semblé que c'était le moyen le plus simple, le plus loyal, d'exhumer deux témoignages irrécusables de ce que la France veut, supporte, choisit, entérine, reconduit à la toute fin de son siècle d'or, puis en plein XVIe pour l'innombrable lignée de Cham, de ce qu'elle ne réprouve que contrainte et forcée à l'heure de la Constituante, de ce dont elle semble garder une scandaleuse nostalgie tout le long du XXe accent grave et plus Q', une bonne moitié du XXe accent grave siècle à l'heure de l'asservissement massif de l'Africain en Afrique. Voilà donc, restitués, brutalement, rapidement, à la manière d'un oiseau de feu, les motifs à l'œuvre dans l'aveuglement d'une certaine frange de la docte France sur les apories béantes inscrites dans le tissu de ses discours sur la diversité humaine. On le sait d'un savoir hégélien, ces motifs sont destinés non pas seulement à parasiter la lecture épistémologique de la philosophie politique et de l'histoire logeant dans l'histoire officielle des idées d'une certaine France, la fille aînée de l'Europe de l'égalité. En ce sens, ils visent également à diaboliser ces interprétations marginales mais néanmoins canoniques. Celles où celui qui exhume ou lise les codes noirs et en amont, les édits qui les commandaient, se doivent donc d'aller au plus profond des gémissements qui surgissent de l'asservissement des Africains en Amérique afin de ne pas avoir honte à prendre connaissance de l'existence des codes noirs espagnols et français de 1685 et parus en 1742. Derrière les pressions cordiales, qui voient d'un mauvais œil la réédition des codes noirs, se cachaient les résistances, psychanalytiques et morales, de certains secteurs de l'intelligentsia à reconnaître que tous les génocides se valent et qu'ils n'échappent pas à l'analyse comparative des génocides d'ici et d'ailleurs. Il n'y a pas de différence entre les génocides. Le génocide est un, mais pas absolu. La raison n'est pas étrangère à la légalisation de l'horreur. On peut le montrer à travers les silences des philosophes des Lumières, de l'Aufklärung, de l'Enlightenment, de l'Illustration, etc., relativement à la traite négrière outre-Atlantique. Certes, rien n'empêche d'affirmer ou de supposer que bien antérieurement au XVIIIe siècle universaliste, des philosophes, des États ou des gouvernements non moins universalistes aient cautionné des pratiques similaires. Le génocide africain n'est pas le génocide, mais un dégénocide. Il ne peut compter pour rien ni encore moins pour un pur orage contingent comme peut le laisser entendre Hegel et ses disciples. Pour eux, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'histoire et des diverses réalités de l'Afrique et de la diaspora des Noirs, point n'est besoin de s'attarder sur le contenu de leurs essences, elles n'en ont pas, car il faut passer à l'essentiel. Pour l'auteur de la phénoménologie de l'esprit, de la raison dans l'histoire, ou de l'encyclopédie des sciences philosophiques dans leurs fondements, l'Afrique n'est même pas classable dans le mini-panthéon des en-soi, mieux, l'Afrique est une erreur. Ce qui est sûr, c'est que, pour nécessaire qu'elle ait été, la réédition du Code noir français et du Código Negro espagnol n'était pas une urgence extrême. Elle aurait pu se faire, mais dans la plus grande discrétion, dans la plus orthodoxe des conventions. À ce niveau, une curieuse obligation de réserve se filigrane et se profile de manière si gênante qu'elle est destinée à réguler l'espace de circulation des énoncés, ou à gérer et ménager les susceptibilités de quelques composantes du corps social lumiérisant, européen et francophone s'entend,
soucieuse de réactualiser les douceurs machiavéliques de la censure à l'ombre des feux d'artifice des célébrations festives des centenaires passés et à venir de la Révolution. L'essentiel à noter à propos de ces injonctions et censures pudiques dont est l'objet l'acte philosophique de soumettre les codes noirs à un lire vrai, se signifie sinon dans l'exposé et la discussion de l'argumentaire de ce problème, la traite génocidaire des Africains, ou ce débat philosophique, du moins dans son utilisation, valeur d'échange des concepts et des méthodes, par la pensée dite libérale, voire marxienne. Or, les nations à code noir d'hier et d'aujourd'hui, tout comme la grande Europe spirituelle post-1989, exigent, philosophiquement parlant, l'exercice de la liberté. Il est des penseurs français qui l'oublient. Ils sont libres. Et ils le sont en effet, mais à la condition que cet attribut s'exerce dans la réciprocité du fait culturel et juridique universel d'être libre. En exposant le code noir et le codigo negro, en analysant l'enchâssement et dans la codification de l'inexistence juridique, historique et politique donc, de l'Africain, et dans l'Europe latine savante, dans ses rapports avec l'existence historique de ces codex, et en même temps avec les silences éthiquement laxistes, sinon complices, des Lumières. En opérant ainsi, notre réflexion est bien autre chose qu'une accusation des composantes pensantes de l'Europe que voilà. En étant plutôt un ensemble d'interrogations sur les limites de la raison, notre réflexion tente de mettre en garde contre les errements, les dérapages ou les dysfonctionnements de cette raison ainsi que contre les résistances suicidaires à l'avènement d'un être ensemble planétaire concret, vécu, humainement solidaire. Comme toutes les Olympiades et les métastases de Hell's Horror, le génocide africain est, en tant que réalité historique tangible, le témoignage vivant de la réémergence du droit des hors-la-loi à mettre au fer et à mort des races ou des cultures qui sont mises, au nom de la raison, s'il le faut, hors droit et hors humanité. Dans cette optique, la globalisation du dévoiement de la raison est triviale 72. Est-il besoin d'insister davantage ? Il s'agit moins d'incriminer la France que d'analyser avec rigueur l'émergence, en plein contemporain, d'une raison inquisitoriale globalisée. Cette émergence ne s'opère pas seulement à l'ombre de la raison cartésienne. Elle le fait aussi dans les passions qui la hantent, les passions qu'avait étudiées Machiavel 73. La raison qui n'est à personne, n'est pas la propriété exclusive d'une ethnie ou d'une nation. De cette raison, dont les débordements avaient été analysés par M. Foucault, peut naître une inquisition nouvelle manière, basée sur des dispositifs d'amnésie. I2. Entre la globalisation de la norme et l'humanité unique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.